Nous accueillons deux personnes sur ce thème très intéressant pour les patients et les proches, prévenir les ruptures familiales. Donc, je présente d'abord le docteur François Chochot, qui exerce en tant que psychiatre. D'une part, en libéral, il a un cabinet dans Paris 6e arrondissement, mais il exerce aussi à l'hôpital Sainte-Anne, au CEJAD, qui est le centre d'évaluation pour les jeunes adultes et les adolescents, c'est-à-dire les personnes de 16 à 25 ans. Et donc c'est au sein du CHU, du service hospitalo-universitaire. Il s'occupe de détecter précocement des situations à risque chez les jeunes. Voilà, c'est un service non sectorisé. Et en particulier donc des maladies bipolaires ou la schizophrénie. Ensuite, je présente donc Aurélie Marchal. Vous êtes experte donc en conduite de changement et vous focalisez sur l'humain. Voilà, vous êtes la fille d'une mère bipolaire et vous avez écrit un livre illustré pour aider des enfants qui souffrent d'avoir un parent bipolaire et pour les aider à penser à eux-mêmes sans culpabiliser. Ce livre s'appelle D'un soleil à l'autre et vous le trouverez à l'accueil, en vente à la pause. Voilà. Et vous allez nous parler de votre vécu et tout particulièrement de votre difficulté à maintenir un lien avec votre mère, étant donné que vous êtes fille d'une mère bipolaire. Voilà. Donc je passe d'abord la parole au docteur Chochot. Voilà, allez-y. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie. Enfin, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je remercie donc les organisateurs, Argos et les organisateurs de ces journées. Donc on va avoir à peu près durant une quinzaine de minutes, je vais essayer de vous faire passer un certain nombre de données sur la question de la famille, des troubles bipolaires et dans une démarche quand même, dans une optique de prévention. Ah d'accord, moi je vais me déplacer alors. Moi j'étais bien tranquille dans mon... Vous avez prévu un diaporama ? J'ai un diaporama, oui, pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas introduit. Alors, je vais quand même m'asseoir, hein, de toute façon. Alors, en fait, oui. En préparant ces 15 minutes, m'est venu présent à l'esprit un souvenir qui est un souvenir de jeune interne d'un premier bouquin que j'avais acheté qui est « La famille, comment en réchapper ». Alors, c'est un titre assez accrocheur, manifestement, et c'est un bouquin que j'ai conservé toujours, que je n'ai pas vraiment lu. Manifestement, il était fait par un thérapeute familial, Skinner, et un producteur, un des membres des Monty Python, et c'était traité sous l'angle d'un dialogue finalement assez sympathique entre le thérapeute et le témoin, si je puis dire, sur la famille. Alors c'était bien sûr, c'est un bouquin, je pense, qui datait des années 80, donc c'était dans le prolongement du courant un peu antipsychiatrique et j'ai envie de dire anti-famille. C'est-à-dire qu'à cette époque, face aux phénomènes complexes qu'étaient les maladies mentales, il fallait trouver un responsable, donc ça pouvait être la société, mais ça pouvait être aussi la famille. Et donc la famille avait mauvaise presse et était souvent responsable de beaucoup de choses. Bref. Quelques années plus tard, à Sainte-Anne, donc dans le service où j'exerce, était venu Donald Klein, qui est un psychiatre new-yorkais, qui a beaucoup travaillé sur les attaques de panique, et qui tenait ses propos, qui étaient quand même assez novateurs, qui disait que les patients sont des menteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout à fait les croire, parce qu'ils disent ce qu'ils veulent bien dire. Alors effectivement, ça faisait écho à une des premières patientes que j'avais vues en phase maniaque qui m'avait dit « Docteur, il ne faut pas que je vous parle parce que si je vous parle, vous allez me coller des médicaments. » Elle n'avait pas tort d'ailleurs. C'est sûr que le risque, c'était que j'augmente la thérapeutique. Mais ça soulignait quand même une chose, et c'est ça que sur lequel je veux insister, qui est le problème des points de vue. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a le point de vue du patient, il y a le point de vue de la famille, il y a le point de vue des thérapeutes, il y a le point de vue du psychiatre, et c'est des points de vue qui sont très, très différents. Et ça, il faut bien l'avoir présent à l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout, mais alors du tout la même chose. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a beaucoup d'études anglo-saxonnes, par exemple, dans le cadre des thérapies, où le
thérapeute a l'impression que son patient a fait une super thérapie, qu'il a bien avancé, et le patient, lui, a l'impression d'avoir rien compris, de ne pas avoir du tout avancé. Et l'inverse existe aussi. Donc cette question, on pourrait dire de la conscience réflexive, si on veut utiliser un mot un peu savant, c'est-à-dire en fait la conscience de soi, du jugement de soi, est un truc particulièrement complexe, et ça touche vraiment le problème de la famille et du patient et des troubles. Alors l'autre chose que je veux vous dire tout ça, toujours pour illustrer un peu ce point de vue, un de mes amis qui a un trouble bipolaire quand même un peu carabiné, un jour, sa femme m'appelle en disant ça va pas du tout, il est très très agressif, il a quasiment failli étrangler son fils, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, dis-moi. Alors bon, je raccroche, j'appelle mon ami qui me dit non, tout va bien, on passe là un bon déjeuner dominical. Et il était, lui, manifestement dans un point de vue totalement différent de ce que avait observé son épouse et de ce que avait certainement vécu son fils au cours d'un déjeuner où il trouvait que son fils ne mangeait pas suffisamment bien et rapidement. Alors, bien sûr qu'on peut finalement caricaturer, c'est-à-dire au fait voir, d'un côté il y a les psychiatres pour les patients, qui sont, on pourrait dire presque sous l'emprise de leurs patients, c'est-à-dire avec cette idée-là du secret médical partagé, et puis finalement de la loyauté, parce qu'il y a quelque chose autour de cela. Et puis d'autre part, il y aurait donc les psychiatres ou les psychothérapeutes qui s'occuperaient des familles. Sauf que ça marche pas parce que ça déborde. Généralement, il y a toujours des choses qui passent finalement de l'un à l'autre. Alors moi, souvent, j'ai envie de dire qu'il y aurait une troisième catégorie de psychiatre qui serait le psychiatre de famille. C'est-à-dire comme il y a un médecin de famille, un psychiatre qui serait capable d'entendre, j'ai envie de dire, des sons de cloche différents, ou tout du moins qui serait capable donc d'entendre des points de vue différents sans éprouver une dissonance cognitive trop pénible, c'est-à-dire avoir l'impression d'avoir des informations qui ne se coordonnent pas ou qui ne vont pas les unes avec les autres. Autre point qui me paraît capital aussi, c'est que il faut garder présent à l'esprit l'aspect traumatique. C'est-à-dire que la maladie d'un proche au sein d'une famille, c'est toujours un traumatisme, que ce soit une maladie psychiatrique, que ce soit une maladie, même une appendicite qui est guérie et opérée rapidement, ça reste quelque chose d'un peu traumatisant, d'assez stressant, qui suppose en fait une adaptation de tout l'ensemble familial à cette nouveauté qu'est la maladie. Puisque vous avez remarqué qu'il y a un moment où l'on n'est pas malade, et puis tout d'un coup, il y a un moment où on devient malade. Et une fois qu'on est malade, on est malade. C'est ça qui est assez pénible. Et c'est assez difficile de repasser dans cet autre état qui est l'état de non-maladie. Alors, sur cette diapositive, j'ai simplement mis, j'ai passé en revue un peu l'impact des troubles psychiatriques en règle générale chez un individu. Alors c'est bien sûr du trouble bipolaire, mais c'est quoi ? Ça impacte bien sûr la vie de relation de l'individu. Donc les relations, c'est toutes les relations, c'est les relations amicales, c'est les relations familiales, c'est le travail, c'est aussi à travers les engagements du sujet, ses convictions, c'est un ensemble très très large de relations que le sujet a avec le monde. D'autre part, il y a aussi tout un domaine qui est celui de la vie émotionnelle. Alors ça, c'est gigantesque, c'est-à-dire que la dysrégulation émotionnelle qu'on voit dans le trouble bipolaire, qui est parfois une disposition de tempérament, est vraiment très 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 sollicitée. Et donc c'est très émotionnel ce qui va se passer. Après, il y a bien sûr un impact sur le lien. Alors sur le lien, il faut voir le lien au sens large, c'est-à-dire le lien que le patient a avec ses parents, avec son conjoint, avec ses enfants, avec aussi son patron, avec ses amis, etc. Et ça sollicite donc beaucoup un système qui est le système de l'attachement qui est donc ce système qui s'installe très tôt dans la vie de l'individu, dès la première année, et qui va créer un peu nos modalités d'attachement en règle générale. Il y a des attachements secure, il y a des attachements anxieux, il y a des attachements inadéquats, etc. Mais ce qui est certain, c'est que là, il y a aussi des conséquences importantes.
Et puis, les troubles bipolaires entraînent aussi toute une série de modifications du comportement de l'individu et de son adaptation au monde. Alors, qui dit comportement dit souvent des ruptures, hein, parce que les changements d'humeur s'accompagnent finalement de changements dans le comportement et des ruptures. Alors, il faut commencer par une définition. Et pour ça, j'ai été sur Internet. Hein, j'ai pas été dans un dictionnaire, malheureusement. Et j'ai pris la première définition qui me venait sur la famille. Qu'est-ce que la famille? Alors, une définition simple, c'est un ensemble uni que forment les parents et leurs enfants. Voilà. Alors, ça paraît tout à fait anodin, cette définition, mais pas tant que ça, parce que là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des générations, par exemple, c'est qu'il y a des relations, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des temps très différents dans leur vie. Hein, donc ça veut dire qu'il y aura quoi? Il y a des adultes et des enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est bien sûr leur développement, leur sécurité, tout leur avenir. Les adultes, ça veut dire aussi c'est leur vie qui est en jeu. Donc on voit que cet équilibre-là est précaire et riche en même temps. L'autre aspect, c'est que, alors j'ai bien aimé ça aussi, la famille, c'est également un groupe solidaire d'appartenance, composé donc de personnes qui s'aident, se soutiennent sans restriction. Ça, je trouve ça très optimiste, parce que je trouve que la famille, c'est aussi le lieu de l'abus, de la rivalité, de la jalousie, des trucs atroces, quoi. Vraiment. Mais bon, là, je suis un peu cynique et un peu négatif. Mais enfin, pour dire que la famille, c'est pas si simple. Hein, c'est pas tout rose. Parfois, c'est rose et bleu ou même noir. Enfin, c'est un ensemble composite de relations teintées d'ambivalence. Enfin, tout ça, vous le savez aussi bien que moi. Et donc, cet ensemble-là va être impacté par le trouble. Et puis, la famille, c'est aussi le lieu de l'intime. L'intime, du familier. Et ça, tout d'un coup, les changements de l'humeur vont créer comme une sorte de déséquilibre de tout ce qui est intime et de tout ce qui est familier, et va le rendre parfois public. Hein, il y a parfois des choses qu'on ne dit pas, et puis tout d'un coup on les dit en phase maniaque. Alors ça sollicite beaucoup, là encore, l'intimité ou le secret de famille, ou simplement la bonne éducation qui fait qu'on ne dit pas à son conjoint qu'il nous agace, et là qu'on va le dire parce que justement il se passe un changement d'humeur. Alors, il y a une chose qui me paraît à dire, mais ça, vous êtes tout à fait d'accord, c'est qu'il n'y a pas de profil de famille de bipolaire. Vous avez dû, hier ou ce matin, je pense, entendre plein de choses sur un certain nombre peut-être de facteurs de vulnérabilité, plein de sciences en tout cas, mais ça n'est que de la science, et on ne peut en tout cas pas se dire qu'il y ait tout un environnement, biologique ou social ou génétique ou autre, qui puisse définir une famille bipolaire. Mais par contre, ce que l'on rencontre très très fréquemment, c'est des familles qui sont en détresse avec le trouble d'un de leurs proches. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de la prévention. Alors, vous savez que la prévention en psychiatrie, c'est un changement de paradigme gigantesque. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors qu'on attendait tranquillement que les choses évoluent, maintenant, les psychiatres vont au devant finalement du trouble, et vont avoir finalement à se positionner complètement différemment par rapport aux manifestations psychiatriques. Alors, une maladie, ça se compose comment? D'abord, on ne tombe pas malade du jour au lendemain quand même. Hein. Et d'autre part, finalement, il y a tout un ensemble de facteurs qui sont des facteurs d'individus, qui sont des facteurs d'environnement, qui sont des facteurs d'organisation des soins, d'accès aux soins, qui font que petit à petit, les choses vont se dessiner et que l'individu va entrer ou va être repéré comme malade. Alors, il y a déjà une période qui est la période
d'avant le premier épisode, qui est une période très peu spécifique. C'est-à-dire, alors vous avez dû avoir un topo sur les prodromes, mais voilà, c'est des choses, je sais pas, des troubles du sommeil, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Ou, par exemple, des conduites addictives. Bon, assez banal. Sauf que, par exemple, une consommation d'alcool chez une femme, eh bien, manifestement, évoque beaucoup plus la possibilité d'évolution vers un trouble bipolaire. Mais c'est pas sûr. Il y a plein de situations où ça n'est pas. Mais quand même. Ou des conduites addictives, voilà, ça peuvent inquiéter. Après, il y a un deuxième temps qui est celui de l'épisode. Alors, le premier épisode, là, il se passe quelque chose. Le premier épisode, généralement, c'est le contact avec l'équipe soignante. À ce niveau-là, on peut déjà avoir une attitude de prévention qui va passer à travers l'information. Information donc du sujet, information de la famille, puisque de toute façon les choses sont ouvertes. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'est pas le temps d'un diagnostic, mais c'est le temps d'un diagnostic d'épisode. Il est certain aussi que la maladie bipolaire ne se résume absolument pas aux épisodes. Vous avez bien vu que les épisodes, à la limite, avec un peu de patience et avec un peu de doigté et de compétence du psychiatre, on arrive généralement à quelque chose quand même. On arrive à sortir de l'épisode. Parfois, ça se fait tout à fait spontanément. Le psychiatre est content parce qu'il a l'impression d'être efficace, alors qu'en fait, c'est simplement le temps et le traitement qui a été donné qui marche, mais ça évolue. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est la récurrence. Et la cyclicité, c'est-à-dire vraiment l'entrée dans la maladie et toutes ces questions justement de symptômes résiduels, de difficultés dans le fonctionnement du quotidien, de rupture, de perte, etc. Et c'est à ce niveau-là qu'il va aussi falloir prévenir et avoir une vue un peu d'anticipation. Avec aussi une chose, c'est que parfois, dans les familles, on voit bien qu'au premier épisode, on a une attitude compatissante. Tout le monde est quand même particulièrement finalement touché par cette première dépression ou même cette première accès d'excitation. Mais alors quand ça commence à se répéter et que la famille, par exemple, n'a pas particulièrement d'informations, ça devient parfois franchement agaçant, à tel point que on a pu voir parfois des attitudes où l'on a l'impression qu'il le fait exprès. C'est pas possible de rechuter autant. Enfin, c'est incroyable. Mais alors c'est là où effectivement l'information est capitale. Et l'information à travers justement la déstigmatisation, la dédramatisation, comme on a pu le voir juste avant là sur cette vidéo et sur ce jeu. Alors, donc je vous disais que l'attitude de prévention, c'est une attitude capitale parce que c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma formation en psychiatrie, c'était un diagnostic d'évolution. Alors ça, j'ai envie de dire que c'était peinard parce que finalement, on attendait 3-4 épisodes pour se dire, bon là, à mon avis, il a fait 2 épisodes maniaques, 3 épisodes mélancoliques, ça doit être une psychose maniaco-dépressive, on met du lithium. D'accord. Alors que maintenant, on est sur un diagnostic qui est un diagnostic de probabilité. C'est-à-dire que un jeune, et donc maintenant c'est des sujets jeunes, bien sûr, un jeune fait un épisode maniaque et on se dit, il y a quand même pas mal de chances, ou de risques plutôt, que l'évolution se fasse vers un trouble bipolaire au travers d'un certain nombre de critères, peut-être effectivement des antécédents familiaux, peut-être la qualité même de l'humeur avant l'épisode. Enfin, il y a comme ça un certain nombre de choses qui peuvent guider. Et puis, donc, comme tout diagnostic de probabilité, un engagement qui fait dire, on va tenter, c'est-à-dire qu'on va vous proposer un traitement régulateur de l'humeur pour éviter, bien sûr, l'évolution vers la constitution d'un trouble bipolaire. Alors, cette approche, qui est donc une approche de prévention, elle est complexe puisque vous avez dû peut-être l'entendre dire que le risque, c'est les faux positifs ou les faux négatifs. En d'autres termes, c'est de se gourer. J'ai un jeune patient qui a fait un premier épisode dépressif et qui avait, alors je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance d'avoir un oncle psychiatre à Miami,
paf, l'oncle lui dit bipolar disorder. Donc il a eu droit à sa dépacote. Sauf que 5 ans plus tard, ce garçon a des troubles vraiment sur un spectre hébéphrénique déficitaire. Bon, cela dit, c'est comme ça, mais on n'était pas du tout... Non, la prédiction n'était pas celle qu'on pouvait imaginer. Donc, on change finalement d'attitude, mais ce changement d'attitude est associé, bien sûr, à un changement d'attitude vis-à-vis du diagnostic et vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire qu'on va partager les choses, partager le diagnostic, partager aussi les doutes, et ça c'est important, c'est-à-dire on ne peut pas se situer comme possédant donc une certitude diagnostique, mais une probabilité diagnostique, donc on va partager avec la famille, qu'on va informer. Alors, il y a, dans le domaine de la prévention et de l'intervention précoce, il y a un auteur dont je parle souvent, qui est Patrick McGorry, à Melbourne, qui, lui, a travaillé depuis les années 90 sur ce sujet et qui a développé tout un dispositif, justement, de partage, d'information, et vraiment pour être en amont, c'est-à-dire vraiment pour que, dès qu'apparaissent les premiers signes, eh bien, la famille, comme le patient, enfin le patient, il n'est pas encore patient d'ailleurs, enfin le sujet puisse être repéré, informé, guidé. Et bon, je ne vais pas vous parler de McGorry et de tout ce qu'il a fait, mais il en est maintenant à un développement qui est très intéressant de ce qu'il appelle les Head Centers, Head, la tête. Hein. Donc ces Head Centers sont des lieux qui sont très connectés justement aux jeunes, alors à travers des outils comme vous avez pu le développer là, et qui sont des lieux où, ces lieux sont absolument pas dans l'hôpital, mais plutôt dans les centres commerciaux ou dans des villes, et c'est des lieux où l'on peut aller, et puis si on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, on va rencontrer un certain nombre d'intervenants, mais de manière très détendue, très informelle, et très adaptée justement aux moyens de communication actuels. Head Center, il n'y en a pas en France. Alors en France, on a des maisons des adolescents. Hein, il y en a je crois une centaine en France. Des Head Centers, il commence à y en avoir un peu en Europe du Nord, au Danemark. Il y en a aussi, je crois, en Angleterre. Enfin bref, il commence à y en avoir un petit peu. Alors je vous parlais donc je vais terminer, c'est quasiment terminé, du climat émotionnel. Bon, là j'ai fait une sorte de brainstorming personnel pour voir peut-être, mais ça vous me direz ce que vous en pensez, sur tout ce que peut vivre émotionnellement une famille. Et puis, pour insister encore sur finalement cette rencontre qui est assez délicate entre le patient avec sa conscience ou non de son trouble, la famille avec ce qu'elle observe, et puis entre les deux, j'ai envie de dire, le psychiatre ou l'équipe de soins qui va essayer de composer avec tout ça. Voilà. Dernier mot, mais vraiment pour conclusion, le couple, eh bien, qui est peut-être la plus petite entité familiale. Je trouve que le couple, moi, dans mon expérience, résiste pas mal. Et c'est peut-être là quelque chose qui est à conclure sur la qualité quand même du lien et la connexion, la connectivité finalement que l'on voit dans ces troubles, c'est-à-dire la capacité qu'ont les patients ayant des troubles bipolaires à conserver du lien malgré tout, même s'il y a des ruptures. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, hein, c'est-à-dire qu'au fond, on est maintenant à une période de prévention et que la prévention, elle ne peut se concevoir qu'à travers l'information et à travers finalement des journées comme aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Chocho. Donc, je vais appeler Madame Aurélie. Je vais remettre le... Il faut que je reste là. Oui, si vous voulez bien, comme ça vous allez pouvoir faire passer le diaporama. Je le remets juste au début. Hop. Voilà. Vous pouvez faire en A40. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de ces 2 journées de m'avoir invité à témoigner, à partager mon vécu avec vous. Donc, je suis Aurélie Marchal et j'ai écrit ce livre dont vous voyez l'image de couverture à l'écran.
Alors, je voulais vous parler de moi. Je prétends, comme on l'a dit hier et aujourd'hui, toutes les situations sont toujours différentes. Tous les bipolaires sont différents. Il peut y avoir aussi d'autres pathologies associées. Moi, ma mère, voilà, je suis donc fille d'une mère bipolaire. J'ai eu le diagnostic très tardivement. En fait, il y a seulement 4 ans. Avant, pour moi, elle était dépressive chronique. Donc, comme je l'ai compris hier, ça a peut-être expliqué pourquoi le diagnostic a mis longtemps à être posé. Apparemment, le diagnostic est le plus facile lorsqu'il s'agit en premier lieu de phases maniaques. Donc cette image-là, ça représente un petit peu ce que j'ai vécu enfant. Donc ma mère, elle était toujours mal, hein, toujours quand il y avait des réunions de famille, à être mal, avec tout le monde autour qui essayait de lui remonter le moral, qui comprenait pas trop ce qu'elle avait. Bon, là encore, elle était mal, mais elle était avec nous. La plupart du temps, elle était au lit. J'ai plein de souvenirs où je rentrais de l'école et c'est mon père qui faisait à manger parce que ma mère était au lit. Donc moi je comprenais pas ce qui se passait. Forcément j'étais triste. Donc j'avais plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête. À savoir que enfant c'était surtout de la tristesse, de l'impuissance et énormément de honte. Je voulais pas inviter mes amis à la maison parce que ma mère elle allait être au lit ou parce qu'elle allait être levée, mais que ça. Enfin j'ai très vite eu conscience qu'elle était différente des autres adultes, ne serait-ce que voilà, quand on était en famille, elle était toujours différente. Donc elle a perdu très très tôt sa légitimité de mère pour moi. Et plus tard, beaucoup plus tard, à partir du moment où j'ai eu des enfants, il y a la colère qui est apparue. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi donc avec ces phases successives. Alors quand je dis qu'elle était pour moi dépressive chronique, c'est qu'elle avait quand même des phases de manie, mais je les voyais pas comme telles. Je les voyais comme tout d'un coup ma mère qui redevenait normale. Et pour moi, c'était de l'éducation. Sauf que son éducation, elle était quand même très particulière. Elle tombait vite dans l'autoritarisme, à nous disputer, à nous gronder pour des choses qui faisaient pas sens, à s'énerver pour tout et n'importe quoi. Enfin, c'était pas de l'éducation, c'était de la manie. Sauf qu'à l'époque, je le savais pas. Donc tout ça pour dire que depuis très jeune, je me sentais mal en sa présence. Je préférais qu'elle soit pas là. Je préférais qu'elle soit au lit quand il y avait des amis, de la famille, parce qu'elle était toujours imprévisible et que à chaque fois ça me déstabilisait. Donc je pense que j'ai développé une empathie, une très forte empathie, très jeune. Et en fait, alors quand j'ai été adolescente et que je revenais plus, seulement pour les week-ends à la maison. Il fallait qu'il y ait mon frère qui soit. J'ai 2 frères, donc il fallait qu'il y ait un de mes frères au moins qui soit là, sinon je me sentais très mal. En fait, sa présence, c'était comme si on me plantait des aiguilles. Si elle était bien, non, on va commencer. Si elle était pas bien, je sombrais avec elle. J'étais triste avec elle et elle m'entraînait dans son malheur. J'ai grandi à coups de la vie me fait peur, je sais pas ce qu'on va faire de moi, etc. J'avais très très peur enfant qu'elle fasse des tentatives suicidaires. Elle en a jamais fait quand j'étais enfant. Elle en a fait après la naissance de mes enfants. Si elle était en phase maniaque, qui n'était pas qualifiée comme telle. Donc là, elle donnait des ordres à tout le monde, elle nous écrivait des listes de choses à faire, il fallait qu'on fasse les toiles d'araignée du grenier parce qu'il y avait des invités, et puis donc elle invitait plein de monde, et au dernier moment, elle laissait tout en plan et elle allait se coucher parce qu'elle était fatiguée. Là, j'étais énervée contre elle, et puis quand elle allait bien, je savais que ça allait pas durer. Donc j'étais triste, j'étais pleine de culpabilité. Je me disais, là, faut que t'en profites, faut que j'en profite, faut que tu te souviennes de ce moment-là, comme si, c'était une pépite d'or et sachant que ça allait rechuter. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, alors en fait, sa maladie a été de pire en pire.
Comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à devenir adulte, en fait, les générations étaient complètement inversées. J'étais sa mère, je la maternais, je la rassurais, je lui expliquais la vie, je lui disais que ça allait aller, qu'il fallait. Enfin, j'essayais de lui redonner le goût de vivre. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que c'était plus possible. C'était plus possible d'aller chez elle, d'arriver, rien n'était prêt. Elle faisait pas son ménage. Elle m'engueulait quand je voulais passer l'aspirateur parce que ça servait à rien de passer l'aspirateur parce qu'on allait ressalir. Donc c'était la première chose que je faisais comme j'arrivais et elle prenait ça comme une agression. Quand j'ai eu des enfants, ça a pu être possible. Là, je me suis dit. Et puis là, je lui ai dit à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je me sauve. Donc la rupture familiale, moi je pense qu'elle peut être tout à fait salutaire à un moment pour les personnes qui risquent de sombrer avec la personne bipolaire si la personne bipolaire est mal soignée, parce que là je sombrais avec elle en fait. Et elle s'appuyait, j'ai toujours eu cette impression, et ça, c'est là où ma colère a sorti adulte, j'ai compris plus tard, en voyant aussi d'autres témoignages de personnes bipolaires, c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser, qu'elle n'avait pas cherché à nous épargner, qu'elle s'appuyait sur nous. Et ça, il y a un moment, il a fallu que je m'en détache, parce que sinon, nous, ces 3 enfants, on était ses tuteurs. Et donc, j'ai commencé à lui dire que je ne la verrais que quand elle était bien, que je voulais plus la voir quand elle était mal. Et je suis très contente d'avoir pris cette décision-là parce qu'elle a eu des épisodes suicidaires. Mon frère l'a vu, elle était dans un état catastrophique et je suis très contente de ne pas avoir eu ces images-là. Et puis, petit à petit, je me suis recentrée sur moi et j'ai coupé aussi le lien. Pendant plusieurs années, je ne l'ai plus vue parce que j'ai découvert aussi qu'elle était hospitalisée à la clinique du Vésinet. Elle racontait des choses fausses. Elle racontait qu'on s'entendait pas, nous enfants. J'ai découvert qu'elle nous manipulait, qu'elle me manipulait, moi particulièrement, sa fille, moi, mes frères. Et là, j'ai été extrêmement en colère et j'ai coupé le lien. Et pendant plusieurs années, je ne l'ai plus vue. J'y arrivais plus. Et c'était très, très, très culpabilisant. Et pour me déculpabiliser, je me suis dit que c'était pas seulement pour moi que je le faisais, que c'était aussi pour mes enfants. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on était invités à la communion de mon neveu, chez mon frère aîné. Et puis, elle était en phase de dépression. Mais quand elle est en phase de dépression, elle geint. Comme si elle avait 6 ans, enfin voilà. Donc on était à table et puis à un moment, elle pleurait au milieu de tout le monde. Et mon frère aîné lui a dit va te coucher. Donc elle est sortie comme si elle avait. Dans ma tête, elle a 6 ans, ma mère. Donc elle est sortie de table et puis et le lendemain matin, j'en pouvais plus. Je discutais avec mon frère et je lui ai dit que je voulais qu'elle meure. Et j'ai dit ça devant mes fils. Et là, je me suis dit on arrête les dégâts. Je la vois plus. Quand je suis en sa présence, je ne me contrôle plus. Mes fils ont entendu ça, c'est n'importe quoi. Donc je prends soin de moi, je prends soin de mes enfants et je la vois plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi décidé d'écrire ce livre, je pense à peu près à la même époque. Et après l'avoir écrit, j'ai réussi à la revoir. Le fait est qu'à ce moment-là, elle allait très très bien. Qu'ensuite, elle a refait une grosse crise parce qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments. Donc elle a été hospitalisée de force en hôpital psychiatrique et que là ça va pas du tout en ce moment. Donc je sais pas là si je vais pouvoir la revoir. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que la rupture familiale, moi je la ressens. Le lien avec ma mère, il est très difficile à maintenir. J'ai décidé de penser à moi et à mes enfants d'abord. Le livre, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai publié sur des livres Facebook. J'ai eu des retours de personnes bipolaires qui étaient choquées et qui n'ont pas du tout apprécié que je mette ce livre sur Facebook, sur leur compte, en disant que j'étais là pour me faire de l'argent sur leur dos et que je cherchais à les faire culpabiliser. Je cherche pas à faire culpabiliser les parents bipolaires, loin de là. Je sais qu'ils n'y sont pour rien. Je cherche juste à mettre en avant le fait que les enfants, il faut aussi penser à eux.
et que c'est extrêmement difficile pour les enfants d'avoir des parents bipolaires. Et je suis tout à fait d'avis sur le fait, ce que vous disiez tout à l'heure, que ça serait très très bien d'avoir un psychiatre familial. J'ai entendu dire que dans certains pays, le psychiatre, il rencontrait toute la famille. Parce que moi, je pense que, bon, déjà, encore une fois, son diagnostic, il a été long à mettre. Donc, plus le diagnostic, en termes de prévention, plus le diagnostic est posé tôt, et plus les enfants, on leur explique ce dont il s'agit, et on les aide à penser à eux, plutôt qu'à prendre en charge leur mère, mieux ça ira. Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que adulte, j'ai dû me dire, mais enfant, je ne le savais pas. Et maintenant, c'est ce que je lui dis toujours, parce que dès que ça va pas, elle m'envoie des messages, oh, ça va pas, la vie me fait peur, gna gna gna, blablabla. Et moi, je lui dis, maman, je suis désolée, je ne peux pas t'aider, seuls tes médecins, seul ton psychiatre peut t'aider, je t'embrasse. Donc, je lui renvoie toujours ça en disque rayé. Seul ton psychiatre peut t'aider, seul ton psychiatre peut t'aider, parce qu'elle vient se décharger, et ça je ne pense pas que ça soit spécifique à la bipolarité, mais le cas de ma mère, c'est qu'elle elle ne nous épargne pas, elle nous fait porter sa maladie, et je pense que c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que j'aurais pu oublier de vivre pour moi. Voilà, tout simplement être son bâton, son tuteur et son bâton de vieillesse. Et si j'avais pas eu ce déclic, je pense que c'est grâce à mes enfants que je l'ai eu. Je me souviens très bien d'un Noël, en fait, où elle allait très très mal. Et c'était après que je lui avais dit que je ne la verrais que quand elle était bien. Mais c'était un Noël où mes frères remontaient passer Noël avec elle. Donc, je me disais, ah ouais, quand même, ça serait bien qu'on se voit, etc. Et le père de mes enfants ne voulait pas y aller, parce que lui, il me disait clairement que ça le gonflait d'aller passer Noël avec ma mère malade. Et là, moi, j'étais coincée entre les deux, et je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu vas passer Noël avec les enfants dans ta famille, et moi, je vais passer Noël avec ma famille. Et là, je me suis dit, non, mais n'importe quoi, je suis en train de choisir ma mère au lieu de mes enfants. Donc là, j'ai dit non. Donc j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je viens pas passer Noël parce que... Puis je me sentais pas me battre avec j'avais pas la force non plus de convaincre mon compagnon. Donc je lui ai dit, je viens pas. Et ma grand-mère a eu du mal à comprendre, a eu beaucoup de mal. Elle a toujours pas compris d'ailleurs. Elle croit que je suis brouillée avec ma mère. Elle me dit, ah, ça ferait du bien à ta mère que tu la vois plus souvent, etc., etc. Elle n'a pas compris et je lui ai dit, mais grand-mère, c'est pas contre maman, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc elle m'a dit, oh, mais j'ai regardé les photos quand tu étais petite, t'avais pas l'air malheureuse. Et je lui ai offert le livre. Et elle me disait rien. Je lui demande, mais et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis elle me dit, ah oui, il y a des beaux dessins, mais on ne comprend pas bien pourquoi la fille, elle souffre. Donc là, je me suis dit, bon, ok, elle n'a rien compris, elle ne comprendra jamais. Elle va fêter ses 97 ans. Voilà, bon, c'est bon. Voilà. Et puis tout ça pour dire que voilà, moi, mon objectif, c'était de couper pour pouvoir être bien pour mes enfants. Et que, voilà. Je vais faire un témoignage très très bref sur l'histoire d'une rupture, donc de mon divorce. À l'occurrence, il m'a permis de sortir du déni de ma maladie. Et depuis lors, c'était en 2014, je me suis employé à refaire du lien avec mon ex-femme, avec mes enfants. Et ça a bien fonctionné, donc à faire du lien, notamment du fait de la distance maintenant, par Internet, tous les systèmes de email, de chat audio, vidéo, ou de Google Doc et autres. Et à l'occurrence, ça fonctionne bien et nous nous entendons bien et on passe toutes les vacances ensemble maintenant.